Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va traiter de l'histoire de la Chine. Alors là je sors un peu mais pas trop, vous verrez, un peu du cadre scolaire en fait, puisque l'histoire de la Chine en fait n'est pas vue en tronc commun ni en spécialité géopolitique. Alors normalement cette vidéo là je la prépare donc dans le cadre en fait de ma prépa Sciences Po, mais c'est pas parce que vous préparez pas Sciences Po vous pouvez pas rester. Vous allez voir qu'en fait l'histoire de la Chine c'est très intéressant et je suis sûr que j'espère, que nombre d'entre vous seront intéressés par cette histoire. Alors, comment va se découper cette vidéo? C'est fort possible en fait qu'elle soit en deux parties, parce que c'est une histoire quand même qui est assez longue. Alors je commence, je sais plus avec quel siècle je commence. On va d'abord parler de l'Empire chinois. On parlera pas de l'unification, quoi que ce soit, on va pas remonter assez loin. Voilà, on va commencer notre histoire au 14e siècle, pour aller jusqu'à en fait, l'époque moderne. Donc c'est possible que ça fasse en deux parties, mais voilà. Et petit aparté, euh, je vous le dis ici, c'est possible que je vous le redise dans la prochaine vidéo. Je compte varier un peu les vidéos de la chaîne. Je ferai toujours des cours en fait par rapport à ce qu'on fait au cours. Il y aura bientôt des vidéos qui vont sortir sur le. Ou peut-être qu'elles sont déjà sorties, je sais pas, ça dépend comment je sors cette vidéo. Qui parleront donc de philo, du bac de philo, etc. Et je continuerai sur la géopolitique et tout, mais j'ai envie de sortir un peu de ce cadre-là, de parler d'autres choses, de mes passions, du cinéma par exemple, ou d'autres trucs comme ça. Même par la suite de l'histoire plus généralement. Bref, j'arrête de m'attarder. Si vous regardez cette vidéo, c'est pour connaître un peu plus l'histoire de l'Empire du Milieu. Donc oui, du coup, comment va se découper cette vidéo? Alors en fait, on va commencer d'abord donc en grand 1 donc, par l'essor et le déclin finalement de l'Empire chinois. Donc on verra d'abord ce qui a été l'Empire du Milieu, puis on s'attardera donc sur les guerres de l'opium. En grand 2, on verra donc de l'Empire au communisme, donc finalement la phase de transition entre la Chine impériale et la Chine communiste. Donc en A, du coup, la chute des Qing, donc Q-I-N-G, il n'y a pas de U. Et donc en B, guerre civile. On verra donc que la Chine était frappée par de nombreuses guerres civiles finalement. Et donc en grand 3, la République populaire de Chine, donc en grand A, la période Mao, et en grand B, ce qui vient après lui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette Chine communiste. Alors en vue de la longueur de ces différentes parties, c'est fort possible que je fasse cette première vidéo, donc traitera du grand 1, du grand 2, et faire la deuxième partie finalement spécialement sur la République populaire de Chine. C'est un sujet assez vaste et mine de rien assez complexe à aborder. Donc voilà. Et donc tout commence donc au XIVe siècle, en tout cas notre histoire. Évidemment, il y a eu bien d'autres choses avant. D'ailleurs, cet aparté, je vous conseille le manga Kingdom. Excellent manga qui traite en fait de la période, donc je dirais 4e siècle, 5e siècle. Mais c'est très romancé en fait, mais ça part de ça, c'est l'unification finalement de la Chine. Alors sous le règne des Ming, donc, la famille impériale, la Chine connaît donc sa période finalement la plus glorieuse. Il faut savoir donc quand même que du 14e siècle au 17e siècle, la Chine peut être considérée finalement comme la première puissance du monde. Alors même si à cette époque-là le monde n'était pas encore globalisé, il n'y avait pas encore finalement de mondialisation comme on la connaît aujourd'hui, on peut quand même dire honnêtement, sans trop se tromper, que la Chine était à ce moment-là la première puissance du monde, devant l'Europe. Effectivement, la Chine donc se trouve au centre finalement des réseaux commerciaux de l'Asie, et elle est également au final au centre des nouvelles connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, la science, la littérature et aussi sur le plan de vue militaire, les conquêtes, etc., finalement, tout réussit à la Chine. Et finalement, cette réussite-là, donc la Chine va l'étendre finalement aux autres pays. Si vous voulez un point de comparaison, peut-être pour mieux comprendre un peu cette phase finalement de puissance, de l'essor de la Chine, on pourrait la comparer en France au règne de Louis XIV, etc., où la France rayonnait en Europe aussi finalement sous Napoléon Ier. Mais donc la dynastie des Ming disparaît peu à peu et se fait remplacer donc par la dynastie Qing, comme je disais tout à l'heure, Q-I-N-G. Donc cette dynastie Qing, eh ben, en fait elle va se faire, elle est moins, on commence tranquillement à entrer un peu dans le déclin de la Chine.
C'est qu'en fait, il y a un peuple, les Mandchous, donc les Turco-Mongols finalement, qui vivent en Mongolie, etc. La Mongolie, c'est au nord de la Chine. Et donc, bah, au nord-est, non, nord-ouest de la Chine. Et donc, ces Mongols, ces Turco-Mongols précisément, ils envahissent la Chine. En fait, ils foncent tout droit vers la capitale et ils prennent possession finalement de la dynastie impériale. Et vous allez voir qu'en fait, ça n'a pas eu tant d'impact que ça en fait pour les Chinois. Parce qu'en fait, très vite, ces Mandchous, en fait, ils vont être assimilés à la Chine. Et c'est marrant de constater ça, en fait, c'est que c'est les envahisseurs qui se font assimiler par le reste du peuple. Vous savez, souvent, c'est tu envahis un pays et tu imposes ta culture à ce pays. Le pays que tu envahis, tu imposes tes lois, etc. Bah là, c'est l'inverse, en fait. Les Mandchous, ils envahissent la Chine, ils prennent le contrôle de la Chine, mais c'est les traditions chinoises, la culture chinoise, finalement, qui va prendre le pas sur eux. Et donc, finalement, ces Mandchous, ils vont régner sur la Chine, donc, du XVIIe au XXe siècle. Mais là, on va un peu plus s'attarder donc, sur le XVIIIe siècle, et ensuite on parlera plus longuement du XIXe puis du XXe. Je pense que le XXe siècle, c'est sur lequel on va plus se pencher. Donc, au XVIIIe siècle, donc la Chine est toujours très puissante, hein, les Mandchous ont pris le pouvoir, etc., mais la Chine reste toujours très très puissante. Ça, je la domine très largement en Asie et même dans le monde, hein. Oui, effectivement, sous les Qing, en fait, sous les Qing, et du coup, sous les Mandchous, finalement, la Chine s'est encore étendue, notamment dans les steppes de Russie, hein. Les Chinois, finalement, ils maintiennent leur domination sur la région. Et donc, finalement, du 14e au 18e siècle, les Chinois étaient très bien, hein. C'était une puissance en vogue, en plein essor, très puissante. Et donc là, on rentre réellement dans le commencement, finalement, du déclin de la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver donc au début du 19e siècle, finalement, début du 19e siècle, et donc les Chinois donc, sont encore en pleine expansion, hein, et ils font la rencontre des Occidentaux, concrètement. Et donc c'est notamment le cas en fait du Royaume-Uni. Finalement, le Royaume-Uni, ils vont chercher, vous savez, c'est l'époque, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas du tout expert du sujet, largement pas, je connais à peu près rien, mais si je dis pas de bêtises, c'est la période où le Royaume-Uni est dans son empire victorien, je crois, hein. Mais j'ai peur de dire bêtises, donc je suis pas sûr. Et donc, oui, pour rappel, quand même, ces Britanniques-là, à cette période-là, ils avaient déjà des colonies en Afrique, ils avaient déjà. Ils contrôlaient déjà l'Inde. Il faut savoir que la reine Elisabeth I était donc reine d'Angleterre et impératrice des Indes. Donc, oui, ça doit être l'Empire victorien. Parce que c'est la reine Victoria. Et donc, justement, ces Anglais, donc le Royaume-Uni, ces Britanniques, hein, ils veulent étendre finalement leur influence. Et donc leur influence passe aussi par le commerce. Et donc ils vont vouloir imposer le commerce de l'opium. Alors vous savez, l'opium c'est une drogue qui a des effets très néfastes sur le cerveau, etc. C'est une chose qui vous fait planer en quelque sorte. Et donc ces Anglais en fait ils vendent de l'opium. Voilà. C'est un de leur commerce. Et ils veulent finalement vendre cet opium aux Chinois. Mais les Chinois ils connaissent l'opium, veut dire c'est pas les derniers imbéciles, ils connaissent l'opium, ils savent ce que c'est que l'opium, ils savent que c'est une drogue, ils refusent le commerce. Les Chinois ne veulent pas de l'opium, ça se comprend. Mais ça va pas du tout plaire aux Britanniques, et en fait ils vont lancer une guerre, la première, parce qu'il y en a eu deux, la première guerre de l'opium. Alors la première guerre de l'opium, elle va, si je ne me trompe pas, donc de 1838 à 1842, donc elle dure 4 ans. En fait cette guerre sert avant tout à que les Anglais imposent le commerce de l'opium aux Chinois. Et ils vont réussir à le faire parce qu'ils vont battre en fait les Chinois, ni plus ni moins. Les Anglais vont vaincre les Chinois, donc vont imposer ce commerce. Mais en plus d'imposer ce commerce, ils vont imposer le traité, donc le traité de Nankin, qui humilie la Chine en fait. Ça leur faire perdre de souveraineté. Ça. Et d'ailleurs, un parallèle intéressant, petit aparté, parallèle intéressant à faire. On peut dire que je reprends, c'est pas moi qui le dis, c'est mon professeur de géopolitique, que Clausewitz finalement bat Sun Tzu. Alors là, bon, très rapidement, donc Clausewitz, penseur occidental, si vous voulez, de la guerre, Sun Tzu, penseur chinois de la guerre, donc Clausewitz, son ouvrage de la guerre,
Sun Tzu, donc l'art de la guerre. Je vous renvoie, si ce sujet vous intéresse, la guerre, à ma première vidéo, ma vidéo 1 sur 2, de mon cours Faire la guerre, faire la paix. Je traite de Clausewitz et je traite en introduction de Sun Tzu, mais je traite surtout beaucoup de Clausewitz. Donc si ça vous intéresse, la guerre, etc., le sujet plus globalement de la guerre, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais donc, on y revient donc, Clausewitz finalement qui bat Sun Tzu. Donc en d'autres termes, les Occidentaux qui battent les Chinois. Et donc, les Anglais, donc, ils imposent le commerce de l'opium à la Chine. Mais en fait, les autres Occidentaux, donc, les Français, Allemands, Américains, etc., en plus d'ailleurs du Japon, le Japon ne sont pas occidentaux, hein, mais à cette époque-là, ils étaient déjà, si je dis pas de conneries encore une fois, occidentalisés. Je crois, mais je suis pas sûr. Mais donc, oui, donc, 4 pays, hein, Japon, France, Allemagne et États-Unis, finalement, qui veulent leur part du gâteau. Le Royaume-Uni ramène un nombre incalculable de richesses, etc., parce que la Chine était très 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 riche. Hein. La Chine était immensément riche. Et donc, ils veulent finalement leur part du gâteau. Et donc, ça lance finalement la deuxième guerre de l'opium. Comme si finalement la Chine n'avait pas déjà pris assez cher la première fois, il y a une deuxième guerre qui se lance, donc cette fois c'est la Chine contre, contre les pays les plus puissants, finalement c'est la Chine contre tous, finalement, seul contre tous. Donc cette guerre-là, elle va de 1856 à 1860, donc elle dure encore une fois 4 ans, mais vous verrez qu'en fait ça se terminera plus vite que ça. Donc finalement c'est une deuxième défaite, hein, vous en doutez. Là vraiment la Chine est en plein déclin, c'est un empire rayonnant sur le reste du monde, etc. Là, c'est la chute libre pour la Chine qui perd peu à peu de sa puissance. Donc, nouveau traité, cette fois de Tianjin, donc, qui se tient en 1858, donc, pendant la guerre. Et donc, quelles sont les conséquences de ce traité? Alors, les États-Unis, notamment, veulent imposer leurs conditions commerciales. Les autres pays vainqueurs, France, Allemagne, etc., forcent la Chine à ouvrir leur marché au libre-échange, c'est notamment le cas de l'Angleterre aussi, hein, qui force la Chine à qu'ils ouvrent leur marché au libre-échange. Mais ce qui blesse en fait. Vraiment, c'est pas, en fait, je pense que c'est même pas ça qui froisse le plus les Chinois. Enfin, les traités, si, mais ce qui aussi les blesse vraiment, c'est, vous savez, le palais d'été. Alors, le palais d'été, c'était la résidence finalement de la famille impériale, etc. Résidence de vacances, je crois. Et ce palais-là, en fait, il est saccagé. Tout y est volé, il est saccagé, tout est mis à terre, tout est mis à sac, etc. Et ça, ce saccage finalement du palais d'été, ça va développer une grande rancune chez la population chinoise. Et même au-delà de ça, les traités. Ces traités, qui sont des traités inégaux chinois, et là on peut faire un parallèle à l'histoire plus française, on va dire, donc les traités de Versailles de 1919, donc qui arriveront que bien après, bien après, quelques décennies après. Et donc, finalement, le traité de Versailles, c'est le traité inégaux des Allemands. Ils développeront une rancune pour ça, pour la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est pareil, mais 50 ans avant, et pour les Chinois. Donc, cette période-là, en ce moment-là, en tout cas, ces deux guerres de l'opium, ça marque, pour la Chine, donc, l'entrée, finalement, dans le siècle de la honte. Le siècle de la honte qui se terminera concrètement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Enfin, on va dire que le siècle de la honte, en fait, c'est tout une grosse partie en fait du 19e siècle et le début du 20e, si vous voulez. Un siècle en fait où les Chinois se feront souiller par à peu près toutes les autres puissances, hein, donc, comme je vous ai dit, Angleterre, États-Unis, Japon, France, Allemagne, encore moins je pense que les 3 pays que je viens de vous citer. Mais bref, donc siècle de la honte pour les Chinois, ils se font humilier de toutes parts, etc. Et donc là on arrive au deuxième point, deuxième grand titre, de l'Empire au communisme. Donc en grand A, la chute des Qing. Donc après la guerre de l'opium, donc les Qing, les empereurs, se maintiennent quand même au pouvoir. Mais au début du XXe siècle, en 1911 précisément, la Chine n'est plus un empire. Le dernier empereur, donc Pu-yi, dernier empereur, donc, il
En fait, il n'est plus empereur, en fait. C'est sa chute. Donc c'est le dernier empereur de Chine, c'est lui, en 1911. Donc la Chine n'est plus un empire. Alors, cette partie aussi, je vous invite du coup à aller voir le film Le Dernier Empereur qui retrace la chute de Puyi. Et donc, euh, fin de l'Empire en Chine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'arrivée, dans le même temps, de deux nouvelles idées. Deux nouvelles idées occidentales. Le nationalisme et le socialisme. Alors, socialisme, en fait, qui va rapidement se transformer en marxisme, en fait, l'influence de Marx étant à ce moment-là très très forte en Europe, au début du XXe, et ça continue tout le XXe siècle, en tout cas jusqu'aux années 60-70. Bref, socialisme, mais surtout marxisme. Donc deux idées qui vont arriver à un moment où la Chine est dans une phase d'instabilité très forte. Vous en doutez, ça fait des siècles et des siècles d'empire, plus d'empire, les Chinois sont perdus. Donc grosse phase d'instabilité, des seigneurs de guerre, donc vestiges finalement de l'ancien temps, vont s'entretuer finalement pour obtenir le pouvoir. Donc ça va déstabiliser très fortement le pays. Donc pour rétablir, si vous voulez, la situation, Sun Yat-sen, donc Sun Yat-sen en fait, il va créer un parti politique, il va créer le parti nationaliste chinois, qu'on nomme le Kuomintang. Donc le Kuomintang, en fait, c'est un parti, donc, je vous l'ai dit, hein, il y a deux idées, nationalisme et socialisme. Et donc ce parti-là, donc, il revendique déjà une des deux idées. En fait, Sun Yat-sen va rapidement se faire succéder rapidement, je sais pas, j'ai pas des dates, mais assez vite en tout cas, par quelqu'un qui aujourd'hui est quand même bien plus connu, Chiang Kai-shek. Donc Chiang Kai-shek finalement il prend la tête donc, de ce parti, le Kuomintang. Il instaure finalement un modèle un peu à l'occidental si vous voulez. Dans le même temps, ce que je vous dis, il y a une deuxième idée. Dans le même temps, donc en 1921, le parti communiste chinois se forme. Alors Mao Zedong, dont on parlera longuement dans la prochaine vidéo, est membre, on va dire, à la création du parti, mais c'est pas encore la figure forte. Il est encore un peu à l'écart. Et donc grand B, guerre et guerre civile. Parce que voilà, on a trois acteurs. Trois acteurs. Les seigneurs de guerre, qui sont toujours là, ils sont toujours là. Donc les seigneurs de guerre, le Kuomintang et le Parti communiste chinois. Donc trois acteurs qui vont, vous allez voir, se partager et vont se faire la guerre en fait. Donc là, on distingue en tout cas trois phases. Trois phases de guerre civile, vous allez voir, c'est très important à comprendre. Alors en fait, la première phase, donc, elle va de 1911, donc de la chute de l'Empire, à 1927. Donc pendant cette phase qui dure 16 ans, les nationalistes et les communistes font cause commune, on va dire, contre les seigneurs de guerre. Vous savez, ces nouvelles idées d'Europe, etc., un peu fraîches, qui font la guerre à l'ancien temps. Vous comprenez bien l'idée. Alors, cause commune, ils ne se battent pas vraiment ensemble, mais en tout cas, ils s'allient quand même pour les battre. Et ils vont les battre. En 1927, les seigneurs de guerre sont finis. Donc là, on rentre dans une nouvelle phase qui va durer 10 ans, celle-là, qui va de 1927 à 1937. Alors, en fait, en 1927, il y a une phase de stabilisation, c'est courte finalement. Voilà, les seigneurs de guerre sont finito, et puis on se dit, voilà, le pays a retrouvé une certaine stabilité. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, donc le Parti communiste et nationaliste en fait, vont commencer à se faire la guerre. Voilà, ils ont battu leur ennemi commun, et donc ils vont commencer à faire une guerre civile entre eux. Alors cette phase d'affrontement en fait, va durer donc, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que la Seconde Guerre mondiale, chez nous, on la date à 39-45. En Chine, elle se date plutôt à 37-45 en fait, parce qu'elle commence en 37 avec la guerre donc sino-japonaise. Chine contre Japon. Donc en 37, début de la Seconde Guerre mondiale, en Chine en tout cas, pas encore chez nous, hein, l'Allemagne n'a pas encore envahi la Pologne. Et donc bah, forcément, la Seconde Guerre mondiale va mettre un terme, en tout cas temporaire, à cette guerre civile. Mais bref, on fait ça dans le temps, on va pas traiter de cette guerre-là pendant cette vidéo, on arrive en 45. Donc en 45, ça va partir dès que la guerre est finie.
les deux camps, les deux idées se foutent encore sur la gueule. Sauf que voilà, il y a eu ces 8 ans de pause finalement, et c'est reparti pour un tour. Et donc entre 1945 et 1949, ils vont recommencer donc cette guerre civile, et c'est le Parti communiste qui va gagner. Et là donc on sent un truc très important, c'est-à-dire qu'en fait le Parti communiste donc de Mao Zedong, hein, qui à ce moment-là avait quand même pris beaucoup d'importance, qui avait fait quitter mine de rien la tête d'affiche du Parti communiste. Enfin, surtout qu'il faut savoir quand même que Mao Zedong c'était un génie militaire, hein, qui maîtrisait quand même à la perfection la méthode de la contre-insurrection, etc. Donc voilà. Et donc les communistes gagnent. Donc là il se passe deux choses. Les nationalistes, le Kuomintang, se réfugient, on va dire, à Taïwan. Donc Taïwan qui aujourd'hui encore est contrôlé par ce parti. Et en 1949, donc Mao Zedong qui proclame la République populaire de Chine. En fait, le Kuomintang donc, va demander l'aide des États-Unis. Il va dire s'il vous plaît, les USA, aidez-nous, c'est des communistes, vous devriez nous aider. En fait, les aides sont très maigres de la part des USA. Pourquoi? En fait, les USA, ils avaient une autre priorité, déjà, c'était l'Europe. Le plan Marshall, vous savez, ils avaient en première ligne la reconstruction de l'Europe. Ils avaient une autre idée en tête, c'était qu'ils se disaient ah, mais le Parti communiste chinois, il sera finalement rival, même si c'est le même idéal, le communisme. Ça pourrait créer une sorte de concurrent à l'URSS. Donc c'est pas forcément bien même pour eux. Du coup, ils vont pas assez aider Taïwan pour qu'ils battent les communistes. Et donc deux Chines se forment, hein, celle de Taïwan, les nationalistes, celle de la RPC, les communistes. Donc voilà pour cette vidéo. Elle est assez courte, mais on m'a beaucoup dit que mes vidéos étaient très longues. C'est le cas, mes autres vidéos, et mes trois premières vidéos en tout cas étaient très longues. Parce qu'elles traitaient justement de sujets longs. Donc c'est sont plus courts, donc on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, où je traiterai donc de la RPC.